Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je suis du coup Maxime Vermanjean, je suis ingénieur cybersécurité chez Newload, la branche d'intégration de Squad. Et donc ce matin, nous allons voir ensemble l'anatomie des attaques multivecteurs, voir aussi comment ces attaques contournent les protections EDR et comment s'en prémunir. Donc notamment grâce à Sébastien Baron ici, CTO de Mimecast, et Maxime Herbinet, Senior Solution Engineer de Netscope. Au cours de cette présentation, nous allons passer en revue quelques chiffres clés des statistiques sur les attaques observées au cours de l'année précédente, puis les tendances observées, et nous allons aussi nous focaliser sur l'analyse d'une attaque réussie. Puis je passerai la main à Sébastien et Maxime pour qu'ils présentent leurs solutions. Donc, ce qu'on peut observer au cours de l'année précédente, on voit une très forte augmentation des attaques qui n'utilisent pas de malware, et aussi une hausse exponentielle du phishing. Cela est notamment dû à l'avènement de l'IA, donc l'utilisation d'IA générative, parce que il devient plus facile d'aller forger des emails ultra précis et très rapidement pour aller cibler des utilisateurs. Et on observe aussi qu'un quart des attaques arrivent à contourner certaines protections mail, notamment en incluant et en utilisant des QR codes. Donc là, on a listé un panel des attaques qui ciblent les vecteurs email et web, email à gauche et web à droite. Donc enfin, je vais en décrire certaines, notamment le phishing, donc comme on a évoqué, c'est le fait pour un attaquant d'aller utiliser des QR codes dans des emails. Donc, comme on l'a évoqué, certaines protections mail n'analysent pas les images, donc et n'arrivent pas à voir s'il y a des liens vers des URL malveillantes à l'intérieur. Ce qui est problématique aussi, c'est le fait que ces QR codes vont être flashés, vont être décodés par les utilisateurs en utilisant leurs téléphones, souvent les téléphones perso qui ont encore moins de protection sur leur smartphone. L'autre type d'attaque aussi, ça va être le fait d'utiliser des IA génératives pour être plus convaincant au niveau des cibles. C'est-à-dire qu'ils vont aller pouvoir collecter ultra facilement, ultra rapidement plein d'informations pour cibler l'utilisateur. Ils vont pouvoir même utiliser par exemple du deepfake voix, donc c'est-à-dire aller convaincre encore plus l'utilisateur avec un message vocal pour les pousser à accéder à une URL qui est potentiellement une URL qui est gérée par l'attaquant sur un site Microsoft pour récupérer par exemple le consentement hôte de l'utilisateur afin d'accéder aux emails ou à l'agenda. Donc c'est ce qu'on appelle le consent phishing hôte. Donc ils arrivent aussi très bien à usurper l'identité d'une entité et en spoofant par exemple le domaine, voilà, pour tromper l'attention de l'utilisateur. On voit aussi qu'ils arrivent aussi à utiliser par exemple du reverse proxy, donc un Nginx 2, pour se mettre en coupure d'un site web et reproduire même fidèlement un site légitime afin de récupérer les identifiants de connexion et les tokens MFA. Et un autre exemple aussi qui est très intéressant, c'est le MFA fatigue, par exemple. Donc là, les hackers vont cibler le critère humain parce que en ayant récupéré, par exemple, le couple login mot de passe, ils vont pouvoir après bombarder l'utilisateur de notifications push jusqu'à ce qu'à un moment, l'utilisateur en ait marre et valide uniquement la notification sans même prêter attention puisqu'il en aura marre d'avoir reçu autant de notifications. Là, sur cette étape, en reprenant un peu donc l'analyse d'une attaque ayant réussi, on l'a représentée sous un format framework MITRE attaque. Donc c'est en avril dernier, il y a eu Mark et Spencer qui s'est fait attaquer. Donc là, les pirates ont ciblé en fait donc des utilisateurs, des clients de la marque.
en récupérant les informations sur des bases de données qui avaient déjà fuité auparavant ou en faisant de l'OSINT. Ça leur a permis de forger des emails en usurpant l'identité de Mark Spencer, en leur faisant du spear phishing, par exemple, en leur envoyant des emails du type merci de vérifier votre commande précédente en vous connectant à cette URL. Donc on voit aussi qu'il n'y a pas du tout d'exécution, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de code malveillant ou de malware qui a été inclus dans les emails, donc pas détectable par les protections EDR, par exemple. Ensuite, les hackers ont récupéré les identifiants au travers de faux portails web et les ont utilisés ensuite pour aller collecter les données personnelles des utilisateurs, leur historique d'achat, leurs données bancaires. Et à la fin, ils ont exfiltré ces informations via HTTPS vers des bases de données qui leur sont sur lesquelles ils ont la main, afin après de réutiliser ces informations pour d'autres attaques ou pour de la revente. Et donc l'impact a été très important, notamment au niveau de l'image de marque de cette entreprise, d'un point de vue utilisateur, client, mais aussi en termes de business, puisque le site web est toujours, enfin, la partie portail marchand est toujours fermée actuellement, et il y a eu une forte dévaluation aussi de la valeur boursière. Donc, suite à ce que nous avons exposé donc à ces cas concrets, nous allons maintenant voir comment s'en prévenir. Donc, il est important en fait d'avoir toujours en tête les principes du Zero Trust. Je ne vais pas les repréciser tous dans cette présentation, mais on va surtout se focaliser sur les points 4 et 5 qui sont très importants. Le fait d'intégrer plusieurs solutions de cybersécurité ensemble afin qu'elles se partagent les informations liées à des indices de compromission, donc les URL, les fichiers, etc. Et aussi, ce qui est vachement important, c'est le fait d'automatiser ce partage et cette sécurité, cette intégration entre nos outils, donc via des API out of the box ou de la programmation. Ce qui est important aussi, c'est du coup, cette partie automatisation est très importante puisque on se rend compte qu'il y a de plus en plus de signaux qui sont envoyés au SOC, et donc ça permet aussi du coup au SOC d'être plus efficace pour être concentré uniquement sur les signaux qui sont légitimes. Et donc pour préciser ce point, d'un côté, on a Mimecast qui est une autre solution pour protéger les emails, faire de la gestion de risques humains. Et d'un autre côté, on a Netskope qui fait de la protection pour l'accès aux applications cloud. Et avec cette intégration, cette synergie, on arrive du coup à partager les informations sur les deux plateformes qui permettent d'avoir un niveau de sécurité unifié, notamment au niveau de la partie DLP, le partage d'IOC et du coaching des utilisateurs. Si tu me permets, Maxime, si je peux rebondir sur le slide précédent. En fait, ce qu'on essaie de mettre en lumière également aussi, c'est que, en fait, déjà à l'époque un peu pré-Covid, et puis depuis le Covid, ça a évolué pas mal aussi, mais avant Covid, on martelait beaucoup le message d'entreprise. Il faut lutter contre les ransomware, les wipers, etc. Ça a des impacts catastrophiques sur les organisations. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est que les attaquants, ils vont plus nécessairement infecter une machine avec un malware de type fichier qui va se développer sur le poste. Ils vont en fait soit exploiter typiquement des applications cloud directement parce qu'ils ont déjà récupéré une identité. L'identité, ils peuvent déjà l'avoir collectée via des combo lists, des fuites de données précédentes, etc. Ils peuvent aussi aller récupérer cette identité en faisant une campagne de phishing. Et en fait, dans les campagnes de phishing, les EDR, ils sont rarement, on va dire, en capacité de détecter la campagne de phishing parce que eux, ils vont traiter surtout de ce qui se passe sur le poste. Et en parallèle, on a aussi du phishing qui peut avoir lieu via un smartphone, donc via un équipement pour lequel on n'est pas en capacité de détecter le phishing. Et une fois que l'attaquant il a ses credentials, il va pouvoir
accéder à différentes ressources de l'entreprise. Ça peut être des tenants cloud, ça peut être aussi des accès VPN. Donc sur les VPN, en fait, on a deux types d'attaques. On va avoir des attaques qui vont exploiter des vulnérabilités software dans les concentrateurs VPN. Ça, c'est une première manière. Et la deuxième manière, ça va tout simplement d'aller utiliser des creds qu'on leakait. Ça peut être des creds qu'on leakait sur un login mot de passe de l'entreprise, mais ça peut aussi être des creds leakés sur un login mot de passe perso. Et parce qu'on sait qu'il y a plein de collaborateurs, malheureusement, qui vont avoir tendance à réutiliser les couples login mot de passe, et ben en fait, l'attaquant, il va assez facilement pouvoir rentrer dans l'organisation de cette manière-là, ou alors il va comprendre la manière dont on a construit le mot de passe. Et c'est là où c'est très important de mettre en place du MFA. Mais comme l'a très bien souligné Maxime, le MFA, en fait, il comble pas tous les types d'attaques. Et puis le MFA, on sait qu'il n'est pas toujours activé partout. Donc c'est là où ça va être intéressant. Et ensuite, il y a tout l'aspect fuite de données, où en général, les EDR, ils n'ont aucune visibilité. Et c'est là où on va pouvoir travailler à la fois côté mail et côté web. Ouais. Merci Maxime. Et du coup, je vais laisser la place à Sébastien pour présenter Memcast. Ok, merci. Bonjour à tous. Moi, je vais vous faire une petite revue un petit peu du paysage des menaces et des adversaires autour du premier vecteur d'attaque qui est la messagerie d'entreprise, tout simplement parce que c'est le premier moyen de communication digitale au monde entre vos utilisateurs, vos organisations, le monde extérieur, et que c'est surtout le moyen le plus simple pour un adversaire, encore aujourd'hui, de toucher l'utilisateur. Il y a des vecteurs d'attaque, il y en a différents, le poste de travail, la navigation, l'identité, l'application en tant que telle. La messagerie, c'est tout simplement ce qu'il y a de plus simple pour toucher l'utilisateur en direct et donc aller cibler ce qu'on appelle l'accès initial dans une chaîne d'attaque. Ce qui est important, c'est de bien comprendre comment le paysage des menaces au travers de la messagerie a évolué en 10 ans. Non, on retourne en arrière. Il y a 10 ans, le nombre d'acteurs qui utilisaient la messagerie pour obtenir un accès initial et déclencher une chaîne d'attaque était largement moindre par rapport à aujourd'hui, puisqu'on se battait contre des acteurs malveillants professionnels, des gens qui étaient formés, des gens qui s'étaient formés, des gens qui savaient faire du code, qui savaient construire des campagnes, qui savaient construire des malwares, et donc un nombre d'élus au niveau mondial relativement limité, très fort, mais relativement limité. Deuxième catégorie, les acteurs malveillants amateurs, les étudiants, les activistes, ceux qui se testent ou qui cherchent à tester leurs compétences au travers des organisations publiques et privées pour les embêter ou pour faire passer un message. Et enfin, les failles technologiques classiques qu'on pouvait avoir sur les solutions de défense ou sur les services de messagerie comme Exchange et le premier provider de failles encore aujourd'hui. Les techniques qui étaient utilisées à l'époque étaient plutôt autour de la pollution avant tout. C'est-à-dire qu'on se battait contre, vulgairement, ce qu'on appelle le spam. Les messages qui ne sont pas dangereux, mais qui sont embêtants, gênants. Ceux qu'on ne veut pas voir arriver dans sa boîte de réception pour des histoires de promotion, de newsletter ou autre. On se battait pour éviter du déni de service, puisque les services de messagerie étaient quasiment tous on-prem il y a 10 ans en arrière. Donc les services de relais SMTP étaient frontaux, et de fait, si j'essayais d'envoyer par un canon à mail un volume de messages en SMTP stratosphérique, j'étais en capacité de faire tomber potentiellement le service de messagerie complet et donc de créer une panne de communication. Au niveau des menaces pures et dures, on véhiculait des pièces jointes directement embarquant la menace. Ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelait à l'époque un virus, qu'on appelle aujourd'hui plus vulgairement un malware, mais la menace était directement embarquée dans la pièce jointe. Dans la pièce jointe, on ne trouvait pas des éléments plus vicieux, comme le fait d'avoir juste un point d'accès, mais qui n'est pas une menace en tant que telle. La menace arrivera plus tard. Et le phishing commençait déjà à faire ses premières armes, mais à des années-lumière de ce qu'on a aujourd'hui. Mais on était plutôt sur de l'usurpation de logo pour faire cliquer l'utilisateur sur un lien. Il n'y avait pas de technique avancée derrière l'utilisation du phishing à l'époque. 10 ans plus tard, on se retrouve à avoir quelque chose qui est complètement différent. Certes, ces techniques existent toujours, le spam notamment, on doit s'en prémunir, on doit éviter que l'utilisateur soit embêté par du spam. Néanmoins, les formes d'attaque et le volume d'attaque a largement évolué. On se bat contre des acteurs malveillants hyper croissants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui est capable de forger par le biais d'outils d'IA génératifs une campagne de phishing parfaitement fomentée avec une menace parfaitement dessinée sans avoir la moindre compétence IT ou cyber. Donc voilà, l'actualité vous le prouve malheureusement au quotidien.
Donc le nombre d'adversaires, il a juste augmenté au moins par 100, voire par 1000 par rapport à il y a 10 ans en arrière. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, le nombre de formes d'attaque ayant évolué, le sujet de la protection de la messagerie a également évolué, comme l'a fait le poste de travail. Le poste de travail, quand on parlait de protection du poste de travail il y a 10 ans en arrière, on parlait d'antivirus. Une mise à jour de base de signature, une fois par jour, plusieurs fois par jour, peu importe, un déploiement de l'agent et c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. On est passé dans le monde de l'EDR, puis du MDR, puis du XDR. C'est-à-dire que au-delà de l'aspect signature, au-delà de l'aspect remontée de télémétrie, il y a besoin d'avoir un suivi, de faire des investigations, de faire des mises à jour régulières, et de la configuration et de la partie système, pour être certain de se protéger au mieux contre les dernières techniques d'attaque et les dernières formes qui vont être utilisées. Les techniques en 2025, 10 ans plus tard, qui sont utilisées par les adversaires, forts des outils qui sont à leur disposition, sont les suivantes. La première, l'ingénierie sociale dans la langue de l'utilisateur. Mon but n'est plus de véhiculer une menace directement embarquée, mon but est de parler à l'utilisateur et lui faire une action qui a l'air anodine, mais qui va se révéler ultra dangereuse et la base d'une chaîne d'attaque et d'un accès initial, comme par exemple l'exfiltration du canal de communication vers un canal non sécurisé comme WhatsApp Web, Signal Web et autres messageries instantanées que nous utilisons tous au quotidien, mais pas d'URL malicieuse, pas de QR code malicieuse, pas de pièce jointe, pas de menace apparente pour tromper toutes les solutions de défense. Au niveau phishing, on est passé à l'ère industrielle. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette notion d'URL à protéger, puisque l'URL est un pointeur, donc par définition, un pointeur peut être sain à un instant T, malsain à un instant T plus sain. Mais surtout, derrière, les techniques qui vont être utilisées sont beaucoup plus intelligentes. Fini juste le fait de chercher le clic et c'est tout. Désormais, le clic va amener soit une descente de code dormant, soit le clic va amener un formulaire pour saisir des identifiants mot de passe, voire un MFA, pour voler une identité, un token. Et ça, derrière, ça va permettre d'avoir des conséquences dramatiques sur la suite de la chaîne d'attaque. Mieux encore, on en a parlé en avant avec Maxime, le quishing, le fait de masquer les URL du phishing, planquer derrière une image qu'on utilise tous et qui est détonnée sur un téléphone, un QR code. QR code, c'est une cyberbombe, encore une fois, puisque elle sera détonnée sur un téléphone sur lequel vous n'avez pas les surfaces de défense classiques que vous avez sur les postes de travail d'entreprise, comme la partie EDR, la partie proxy, etc., etc. Et puis derrière, ce qu'on voit, c'est que les menaces sont de moins en moins embarquées dans le premier vecteur de contact. Les menaces vont être plutôt ce qu'on appelle en persistante avancée. Elles vont plutôt descendre sur le poste de travail et ne rien faire, être dormantes. Et puis le jour où elles vont s'activer, dans une fenêtre très courte, vont déclencher un accès, une backdoor ou un accès vers l'extérieur pour pouvoir ensuite véhiculer la vraie menace et la vraie chaîne d'attaque en un temps record, puisque désormais les chaînes d'attaque sont réduites à moins de 60 minutes. Une autre forme aussi que l'on voit de plus en plus utilisée, c'est l'exfiltration de données. Je ne cherche plus à déclencher un ransomware, je ne cherche plus à déclencher un malware, je ne cherche plus à voler une identité. Je cherche juste un moyen pour prendre la main sur le poste gentiment et exfiltrer tout doucement, voire violemment, tout ou partie des informations de l'entreprise vers l'extérieur par le canal de communication. Et là, pour le coup, encore une fois, il faut avoir les moteurs qui suivent parce qu'il n'y a pas de menace apparente. Et la difficulté comportementale à voir si c'est normal, sain ou pas, devient vachement plus compliquée. En tout cas, c'est ces formes d'attaque contre lesquelles on doit se défendre aujourd'hui. Et donc, il faut avoir ces éléments en tête lorsqu'on va faire ces choix de technologie. Suivant. Les modèles d'intégration, désormais, on doit pouvoir intégrer toute forme d'architecture, qu'on soit sur des architectures cloud, des architectures on-premise, des architectures monofournisseurs, multifournisseurs. Donc, de fait, on va pouvoir toujours avoir une gateway d'interception pour sanitiser le trafic avant livraison ou avant sortie, ce qui personnellement, pour moi, est la meilleure approche puisque ça évite que les menaces arrivent chez vous et qu'on cherche à les nettoyer a posteriori. Deuxième option, la réassurance, qu'on appelle le mode gateway-less ou ICES, qui est exclusivement autour des fournisseurs de cloud que sont Microsoft 365 et Google Workspace, dans lequel une partie des fonctionnalités de sécurité va être assignée aux GAFAM, à Google ou à Microsoft, et on va avoir un deuxième rideau, une deuxième assurance, une deuxième solution de sécurité qui va intercepter le trafic avant de le livrer dans les boîtes utilisateurs. Donc c'est un petit peu le même fonctionnement que ce qu'on a classiquement dans le monde des pare-feux, où on a toujours la notion de pare-feu frontal et pare-feu dorsal. Ben là, c'est la même chose transposée au monde de la messagerie. On a le frontal, ça va être le GAFAM, Microsoft ou Google qui fait, je sais pas, de l'anti-spam, du contrôle SPF, et un Mimecast derrière qui va être là pour s'assurer que les menaces les plus avancées autour de l'ingénierie sociale, du QR code, etc., sont évitées avant d'arriver à l'utilisateur.
Le point suivant, c'est en termes de modèle de déploiement, on va toujours fonctionner de la même manière. On va synchroniser animation avec l'annuaire, parce que l'annuaire, c'est le cœur du réacteur de n'importe quelle organisation. Elle est le reflet des utilisateurs actifs qui ont des boîtes mail qu'on doit protéger. Ensuite, on va faire transiter le flux sortant et les moteurs de détection de menaces vont analyser le trafic sortant, parce que c'est important de savoir s'il y a de la menace qui sort de chez vous à destination d'autre chose, puisque vous pouvez d'ores et déjà avoir des utilisateurs compromis sans le savoir. Idem pour le trafic interne, ce qui va être échangé entre vos collaborateurs va être analysé et va déclencher une détection, puis de la remédiation, puis de l'alerting, si d'aventure il y a de la menace qui est échangée en interne. Encore une fois, si un adversaire prend la main sur un de vos postes de travail, sur une identité d'un de vos utilisateurs, et donc sur la boîte mail de cet utilisateur, le voilà en totale impunité, capable de livrer une attaque en ingénierie sociale, une URL phishing, un QR code à votre directeur général en toute impunité. On va séparer la gestion de tout ce qui est retenu, de tout ce qui est quarantaine, la pollution livrée dans le dossier courrier indésirable, c'est pas un sujet cyber, c'est juste de la pollution, on veut juste que ça embête pas l'utilisateur. La malice, tout ce qui est à des signaux suffisamment forts pour ne pas être livré, suffisamment fait pour ne pas être rejeté, va être sous contrôle de l'administrateur et exclusivement sous contrôle de l'administrateur, puisqu'il faudra avoir un minimum de compétences cyber pour décider de livrer ou pas. Enfin, on va évidemment ingérer le trafic entrant, qu'on va sanitiser avant de livrer. Nous, on est toujours sur cet aspect anticipation zéro, prévention plutôt que guérison. Vaut mieux retenir un message 10 secondes, s'assurer de son état de santé avant de le livrer, plutôt que de le livrer et d'aller le rechercher avec toute la chaîne de recherche qui va derrière. Et enfin, très important, et ça va être le sujet du jour, tout ce qu'on va retenir, tout ce qu'on va bloquer, tout ce qu'on va considérer, nous, comme dangereux, tout ce qu'on va considérer, nous, comme un incident de sécurité, on va le partager avec vos partenaires de l'écosystème cyber. Que ce soit dans le monde de l'EDR, pour enrichir au niveau des signatures de fichiers ou des URL, les capacités de détection de l'EDR, que peut être SentinelOne, CrowdStrike ou autre, que ce soit dans le monde de la navigation, évidemment, nos camarades de Netscope à qui on va pouvoir partager des fichiers, des signatures de fichiers ou des URL planquées ou pas derrière des QR codes pour les enrichir et vice-versa, sur lequel on va également pouvoir amener des fonctions qui n'auront peut-être pas de fait, comme par exemple l'interception des pièces jointes avec mot de passe, qu'on va être capable d'intercepter pour inspecter et partager en termes d'indicateurs, et vice-versa, où ils vont superviser, par exemple, la messagerie personnelle, là où nous sommes sur la messagerie d'entreprise, ils vont pouvoir nous enrichir avec les signaux qu'ils auront interceptés de leur côté, et donc on est vraiment sur ce travail collaboratif. Et enfin, toute la partie automatisation et représentation, aucun besoin de se connecter à la console Mimecast pour savoir ce que Mimecast a vu, ce que Mimecast a bloqué et ce que Mimecast a déclaré comme incident. Ça pourra être remonté à une autorité supérieure de type Sequoia, de type NextGen sous toutes ses formes, de type Swimlane aujourd'hui, pour avoir un puits de données unique de l'ensemble des incidents des différents canaux d'attaque, l'ensemble des indicateurs de compromission remontés, nous on en remonte 4, IP malicieuse, domaine malicieuse, signature de fichier malicieuse, signature d'URL malicieuse, qui pourront être partagés avec l'ensemble des acteurs cyber en dessous. Point suivant, il est aussi important, quand on parle de premier vecteur d'attaque, de bien comprendre qu'il n'y a pas qu'un premier vecteur d'attaque utilisateur. Le SMTP, le protocole de la messagerie, il est utilisé par plein d'autres formes, comme par exemple les applications SaaS. Vous avez peut-être des applications SaaS type Workday ou Salesforce qui envoient des messages à vos utilisateurs ou à vos clients. Il faut que ça transite par une plateforme d'interception, sinon ils sont eux-mêmes potentiellement pourvoyeurs de menaces. Idem pour les applications d'emailing, tout ce qui est communication, service marketing, qui envoie des newsletters en votre nom vers le monde extérieur. Il faut que ça puisse être intercepté par cette gateway unique. C'est une forme de relais de messagerie en votre nom. Il faut que ça puisse être sanitisé au cas où ces gens-là soient eux-mêmes compromis. Et évidemment, il reste encore dans l'entreprise ce qu'on appelle du trafic on-prem. Ça peut venir de copieurs, de scanners, d'imprimantes, d'automates industriels quand vous faites de la production, qui vous envoient un mail en vous disant ça y est, votre outil il a été produit. Ça peut venir d'applications à vous que vous avez développées en interne, qui sont hébergées chez vous en interne, qui vont véhiculer du message à destination de vos utilisateurs ou à destination de vos clients. Il faut que ça puisse être également analysé, intercepté, pour que le canal complet de la messagerie, utilisateur, applicatif, emailing, on-prem, soit intégré sur cette plateforme. Nous, notre vision, c'est vraiment de dire, votre plateforme, elle est à vous, le trafic, il doit être sanitisé à 100%, et c'est inclus, en fait, quand vous devenez client Mimecast. Pour finir,
Et avant de passer à l'aspect démonstration, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque évolution, nous aujourd'hui, on protège environ 42 000 clients dans le monde. Ça représente 26 millions d'utilisateurs, c'est 50 milliards d'emails inspectés par mois. Ça nous permet d'enrichir notre threat intelligence avec une surface d'exposition mondiale, ce qui est suffisamment rare pour un Européen. Et donc, de fait, chaque fois qu'on voit une nouvelle tendance ou qu'on anticipe une nouvelle tendance, on va créer un microservice de détection spécifique pour ça. C'est comme ça que, typiquement, on a ajouté, par exemple, un moteur de NLP, donc d'analyse du contenu, du corps des messages ou des pièces jointes des messages qui parlent la langue de l'utilisateur, qui parle français, qui parle espagnol, qui parle italien, qui parle néerlandais, allemand, parce qu'on est européen, parce qu'une attaque à l'ingénierie sociale, elle est dans la langue de l'utilisateur. Si vous parlez que anglais, vous ne servez à rien. Si vous parlez anglais et toutes les langues représentées majoritairement en Europe, vous avez une chance d'intercepter ces formes d'attaque. Donc, on va faire évoluer en fait notre plateforme en fonction des évolutions des adversaires qui sont très ingénieux pour le coup et qui nécessitent d'avoir cette agilité. Nous, aujourd'hui, on est le leader mondial européen avec 100% des données et traitements en local dans nos propres data centers souverains européens. Une seule console pour tout gérer, la partie administration, reporting, dashboard, configuration. On supporte 100% des infra de messagerie, cloud, on-prem, multi-fournisseurs, peu importe. On est le seul fournisseur qui fait du temps réel, qui est vraiment tourné vers l'anti-patient zéro sur ce canal d'attaque, et donc les QR codes temps réel, les URL temps réel, les attaques à l'ingénierie sociale temps réel, c'est ce que vous allez voir pendant la partie démonstration. On ne peut pas se permettre que ça arrive jusqu'à l'utilisateur, sinon on a une surface de risque et d'incidentologie qui est critique. Et enfin, notre vision, c'est vraiment de dire c'est un sport de défense collective, donc on va maintenir nous-mêmes des intégrations avec nos principaux fournisseurs, les principaux autres fournisseurs sur d'autres canaux qui ne sont pas les nôtres pour les enrichir et étendre votre surface de protection. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Netscope. Je vais passer à l'aspect, ce qu'on appelle Human Risk Management pour terminer. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que l'utilisateur, ça peut être un membre actif de la chaîne de défense. Aucune solution n'est 100% étanche sur son vecteur d'attaque, nous y compris. Celui qui prétend ça se trompe, ne serait-ce que parce que le paysage des adversaires ne cesse d'évoluer, et donc on a forcément toujours soit un petit coin de retard, soit des techniques qu'on n'a pas encore vu passer ou qu'on n'a pas encore anticipées. De fait, il y a des menaces qui vont arriver jusqu'à l'utilisateur, et c'est là où la sensibilisation devient importante. Si on a bien formé les utilisateurs à apprendre à se défendre, c'est le même principe que le Krav Maga. Par défaut, vous n'en aurez peut-être jamais besoin dans votre vie, mais le jour où vous avez quelqu'un qui vous veut du mal, vous savez vous défendre. Dans les métriques traditionnelles, quand on parle de sensibilisation, on va juste se contenter d'envoyer des utilisateurs en formation ou les tester avec des fausses campagnes de phishing. Très bien, c'est pas représentatif du paysage des menaces. Les menaces, elles peuvent venir par différents canaux. Les menaces, il y a des vrais adversaires derrière. Donc, la simple campagne de sensibilisation de phishing ne suffit pas, en tout cas. Donc, nous, on a eu une approche qui est la même approche que sur le XDR, sur la défense, mais sur l'aspect sensibilisation, qui consiste à dire, on va discuter avec les différentes solutions de défense, EDR, SSE, identité, DLP, pour savoir quels sont les utilisateurs qui font des bêtises qui sont interceptés par ces solutions de défense. De fait, on va avoir une identité individuelle de chaque utilisateur et son scoring individuel sur les détections qu'a généré cet utilisateur sur l'ensemble des solutions de défense. Est-ce qu'il est bon en poste de travail? Combien de détections il a généré en termes de malware, en termes de ransomware, peu importe. Est-ce qu'il est bon en messagerie? Est-ce qu'il est bon en navigation? Est-ce qu'il est bon en DLP? Est-ce qu'il est bon en identité? Et ça va nous donner une fiche individuelle pour chacun, qu'évidemment on pourra regrouper par statistiques, par département, par pays, etc. Et donc, ça nous donne une cartographie des bons et des mauvais élèves par sujet. Et cette cartographie, elle va nous servir à avoir un parcours de sensibilisation automatisé. Fini la campagne de formation que vous recevez tous les lundis matins, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre maturité, quelle que soit votre surface d'attaque, quelle que soit votre surface de risque. On va cibler les bonnes personnes au bon moment en fonction de ce qu'ils font en production, donc avec des vraies menaces qui sont détectées par des gens dont c'est le métier, les solutions de défense, et surtout on va traquer ça dans le temps. Donc on va être capable de savoir, par exemple, le mauvais élève en messagerie, la première fois, on va l'alerter en temps réel, en mode tu as été intercepté, tu as une défense, tu as cliqué sur un lien, c'était un lien malicieux, il a été intercepté, c'est pas grave, fais attention la prochaine fois. S'il recommence dans les 7 jours, on va lui envoyer peut-être la charte de l'entreprise automatiquement en disant attention, la bonne pratique c'est celle-là, fais attention avec une petite formation de 30 secondes embarquée dans la notification en mode fais vraiment attention. Si tu recommences une troisième fois, toi et toi seul, je t'envoie en formation sur un format de 3 minutes avec un quiz à la fin pour bien m'assurer que tu fais attention et je traque dans le temps que ça monte ou ça descend en termes d'incidents sur l'ensemble des canaux.
Donc, on a à ce moment-là une sensibilisation, un, automatisée, deux, qui cible les bonnes personnes, trois, qui a un vrai sens, puisque le but, c'est de réduire le nombre d'incidents de production sur l'ensemble des canaux d'attaque et pas uniquement sur la messagerie, sur des fausses campagnes de phishing. On va passer maintenant à l'aspect démonstration pour illustrer un petit peu une vraie chaîne d'attaque. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un adversaire qui est motivé, il va se renseigner effectivement avant de lancer sa chaîne d'attaque. Il va cibler plusieurs personnes en fonction des informations qu'il a pu glaner sur le dark web, sur les réseaux publics, sur LinkedIn, etc., etc. Et après, une fois qu'il a trouvé sa cible, il va chercher son email peut-être pro d'abord, parce que c'est là où il y a les données qui l'intéressent. Et puis, si l'email pro ne fonctionne pas, il va basculer sur l'email perso. Nous, on va se concentrer sur la défense de la partie professionnelle, de la partie organisation d'entreprise. Et après, on va collaborer un peu avec nos camarades pour être sûr que l'ensemble de la surface est bien prise. Donc, la première chose qu'on va voir, qu'il va peut-être essayer, c'est d'envoyer un malware directement. On va dire une attaque un peu grossière. Je veux obtenir mon accès initial sur le poste de travail de l'entreprise. Je vais envoyer un malware directement à l'utilisateur par email en pièce jointe, et puis je vais voir si ça passe. Et par itération, on va avoir cette capacité de voir si, en tant qu'adversaire, si ma chaîne d'attaque progresse. Donc, je vais peut-être commencer par le malware en direct, et puis après, un petit peu plus tard, je vais aller chercher du malware planqué derrière un mot de passe. Je vais aller chercher de l'URL directement dans le corps du message, puis dans une pièce jointe, puis je vais faire une attaque à l'ingénierie sociale, puis je vais l'envoyer derrière un QR code. Il va y avoir vraiment cette idée de l'itération progressive pour s'assurer que j'essaye d'obtenir gain de cause vis-à-vis de mon adversaire. Donc là, par exemple, j'ai envoyé directement mon malware à la boîte mail pro que j'ai réussi à glaner sur le dark web. Bon, avec l'anti-malware embarqué, c'est pas passé. D'accord. Donc, je vais passer à l'étape d'après. Je vais essayer de m'assurer que la menace, elle n'est pas connue, et donc je vais la mettre à l'intérieur du document. Donc là, je vais avoir besoin que la plateforme d'interception rentre dans le document pour voir si la menace, par exemple macro malicieuse ou autre, elle est embarquée à l'intérieur. Donc c'est là où effectivement les capacités d'un Mimecast à sandboxer, c'est-à-dire à ouvrir, à rentrer dans les documents et pas se concentrer juste à faire de l'anti-malware et donc du contrôle de signature, vont être importantes. Et puis derrière, je vais essayer de m'assurer aussi que si je mets la menace à l'intérieur du document, au cas où il y ait déjà une solution de sandbox, si je mets un mot de passe dessus, juste un bête mot de passe sur un fichier zip ou sur un fichier Word, je suis certain d'évader les solutions de défense puisqu'elles ne pourront pas rentrer dans le document et donc se rendre compte que c'est méchant. Là, je vais envoyer une nouvelle menace, cette fois avec un mot de passe. Et c'est ça qui va être très important parce que ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir propager aussi également à Netscope derrière. Donc, mon utilisateur derrière, la première va arriver jusqu'à lui. Et là, ce que Mimecast va faire, c'est effectivement le fichier, il l'a supprimé. Il l'a supprimé et il l'a transformé en une invitation à l'utilisateur à saisir le mot de passe du document qu'il a forcément reçu par un canal d'accès. Sinon, il ne récupérera pas le document. Et si d'aventure il saisit dans le formulaire sécurisé provenant de telle personne, dans tel document, le fameux mot de passe qu'il a reçu au préalable, à ce moment-là, la plateforme Mimecast est capable de rentrer dans le document, de faire de l'anti-malware, de faire du sandboxing et donc d'intercepter la menace sous toutes ses formes en termes de pièces jointes. Et pour terminer, si on se concentre maintenant, donc il a essayé les pièces jointes sous toutes ses formes, avec ou sans URL, avec ou sans mot de passe, il s'est fait intercepter par la solution de défense. On va peut-être essayer d'aller attaquer peut-être directement une URL planquée derrière un QR code. Donc je vais envoyer un message qui n'a pas de pièce jointe, qui n'a pas d'URL visible, qui a juste une image dans le contenu avec un QR code à l'intérieur. Puis au passage, je vais essayer aussi de faire de l'ingénierie sociale, mais de l'ingénierie sociale en français. Je vais essayer de le sortir du canal de la messagerie avec par exemple du WhatsApp en lui envoyant une attaque qui l'invite à sortir du canal de la messagerie. Et c'est là où ça va commencer à devenir vraiment, vraiment important d'avoir une bonne solution de défense parce que
La partie pièce jointe, c'est important. La partie pièce jointe avec mot de passe, c'est important. La partie URL sous toutes ses formes, c'est important. Mais la partie BEC, ingénierie sociale, là, c'est clé. Typiquement, donc le message, il a été retenu. On va aller voir à l'intérieur ce qui s'est passé. Top là, top là, top là. Sébastien, il te reste encore un peu de. Enfin, il te reste un peu de temps, juste quelques minutes, et puis on passe à Netscope. Parfait. Ça sera terminé dans exactement 2 minutes. Ça, c'est le message d'attaque à l'ingénierie sociale qui vient d'être intercepté. Hop, le temps que la détection soit complète. Bon, je vais aller chercher ça sur plusieurs jours, c'est pas grave. Le contenu va ressembler à ça. Le message a été envoyé dans un français impeccable. Ce que vous voyez en couleur, c'est tous les signaux du moteur NLP, qui parle français, qui s'est rendu compte qu'il y avait 3 fois la notion d'urgence dans ce message, que cette personne n'avait jamais écrit à l'entreprise. Et surtout, voilà, je dois vous parler de toute urgence d'une affaire sensible et privée. Nous pouvons discuter par WhatsApp à tel numéro. Ça, c'est une tentative d'exfiltration de canaux. C'est un des signaux les plus dangereux en ingénierie sociale sur de la boîte mail d'entreprise. Donc, toute cette partie-là, elle passe pas. Elle passe pas par la solution de défense sur la boîte pro. Maintenant, il va falloir pouvoir la propager sur les autres canaux, sur la navigation et sur les boîtes perso qui vont être protégées par la navigation. Je terminerai juste sur ce qu'on a vu tout à l'heure en termes de QR code. C'est important que tous les QR codes soient signés, soient protégés et soient lus. Un QR code, c'est une image. Donc, il faut que je sois capable de scanner tous les patterns de QR code, qu'ils soient en blanc sous fond noir, qu'ils soient en couleur, qu'ils soient incrustés dans une autre image, qu'ils soient dans le corps du message ou dans les pièces jointes. C'est ce qu'on fait nous. Et après, derrière, je dois être capable de décoder l'URL. Donc là, par exemple, l'URL qui était derrière, c'était celle-là. Je suis capable de tester sa réputation. Je suis capable de simuler la détonation téléphonique pour voir ce que ça fait comme production derrière en termes de code source. Et je suis capable de prendre une décision. C'est sain ou c'est malsain. C'est sain, je livre le QR code, ou c'est malsain. Je le bloque, je le retiens, et l'URL en question, je la partage avec les solutions de défense complémentaires. À toi de jouer. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Maxime. Ok, merci. Donc, Netscope est une société qui a été créée en 2012-2013 autour de la sécurité des applications cloud. Et en fait, le mantra de Netscope, déjà à la genèse de la solution, c'était vraiment de se dire, aujourd'hui, on a des utilisateurs qui sont un peu disséminés partout et des applications cloud qui sont hybrides. Donc, il faut qu'on puisse faire de la défense périmétrique et de la défense du cloud sans avoir recours à des appliances physiques qui sont traditionnellement dans les murs de l'entreprise. Donc Netscope est né de ce constat-là. Du coup, pour ce faire, on a développé un réseau mondial que vous allez voir juste après. Et aujourd'hui, on est leader dans le marché du SSE et le marché du SASI, qui a vocation du coup à protéger l'intégralité des flux et des ressources cloud dans un mode décentralisé. Donc, on adresse la dépérimétrisation des entreprises et on a une très forte innovation. En fait, on a revu l'intégralité du backbone de data center en 2019 et vous allez voir à quoi ça ressemble juste après. Donc, Netscope, effectivement, va se positionner à l'intermédiaire entre vos utilisateurs, vos data centers et vos applications. Donc ça, c'est la manière la plus traditionnelle de faire de la protection en mode SSE, c'est-à-dire on va analyser les flux en s'insérant entre les deux en utilisant ce qu'on appelle des POP, donc des points de passage, des points de contrôle. Ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité des flux inline. Mais en fait, dans la plateforme Netscope, vous avez aussi de l'analyse au repos en utilisant des connecteurs API. Donc en fait, Netscope va aller, avec vos credentials ou avec des tokens, va aller fouiller ce que vous avez, par exemple, dans votre compte Outlook, dans votre OneDrive, etc. On peut faire par exemple du retro hunt, un peu à la manière de ce qu'a présenté Sébastien tout à l'heure sur la partie réassurance quand on n'est pas en coupure. Donc on peut aller faire du retro hunt, notamment sur OneDrive, SharePoint, etc. Et on peut aussi regarder l'exposition des données. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Netscope, ce n'est pas que de l'analyse firewall, proxy ou VPN. On fait aussi de l'analyse out of band. Et la force de Netscope, c'est une seule plateforme, un seul agent unifié pour réussir en fait à gagner en efficacité et surtout à rationaliser, avoir une défense qui soit homogène
et ne plus avoir ce qu'on a constaté pendant pas mal d'années, un niveau de défense qui est différent quand on est au bureau et à la maison, avec des connexions VPN qui sont pas toujours always on, avec du split tunneling, avec du split DNS, ce genre de choses. Et donc Netscope va résoudre ce dilemme. Slide suivant, s'il te plaît, Max. Donc ça, c'est le panel des data centers Netscope. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne facture pas au data center. On facture un service. Après, vous pouvez partir en vacances aux Antilles. Vous allez être filtré par le data center de Miami. Vous pouvez être en mission en Chine. Vous allez être filtré par un data center chinois. Vous pouvez être aux quatre coins de l'Europe. Vous passerez toujours par le data center qui est détecté comme géographiquement le plus proche de vous et le plus performant en latence. Et on possède toutes ces infrastructures qui nous permettent d'optimiser vraiment la performance ressentie pour les utilisateurs. Slide suivant. Donc l'idée, ça va être quand on travaille inline, ce qu'on va voir aujourd'hui dans la démo, c'est qu'on va détourner légèrement les communications vers le data center qui nous intéresse, soit avec des tunnels GRE, des tunnels IPsec. On peut utiliser des boîtiers SD-WAN, ça peut être des boîtiers SD-WAN Netscope ou ça peut être des boîtiers tiers parties, peu importe. Et on va aussi avoir un agent logiciel qui, lui, en fait, va avoir pour rôle d'établir la communication type VPN SSL vers le data center Netscope. Et ensuite, dans ce tunnel, on va encapsuler tous les flux Internet. Slide suivant. Et la force de Netscope, ça a été de permettre un déchiffrement SSL à l'échelle et de pouvoir décortiquer les activités et le mouvement des données au sein de toutes les applications cloud qu'on peut connaître. Donc, on a parlé de l'approche Zero Trust tout à l'heure. En fait, Netscope va procéder à ce qu'on appelle de l'analyse d'API. Donc, on va faire de l'analyse des langages comme JSON, XHR, GraphQL, SOAP, Protobuf, des langages de ce type. Aujourd'hui, toutes les applications de collaboration, elles sont bourrées de ces langages-là. Et les gateways traditionnels qui s'appuient juste sur un IOC, une URL, etc., elles vont vite montrer leurs limites quand on fait passer des menaces dans des applications ou via des attaques un peu plus sophistiquées, comme l'évoquait Sébastien. On a vu des attaquants utiliser des services comme Dropbox, comme OneDrive, comme Google Drive, comme GitHub, Amazon S3, etc., pour faire du command and control ou exfiltrer de la donnée. Et donc Netscope a un brevet déposé là-dessus, et ensuite on va venir scanner la donnée pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de données. Slide suivant. Donc il y a trois grandes dimensions. Une dimension protection contre les menaces, partout, en tout lieu. Une dimension connexion à toutes les ressources de manière performante. Et une dimension compliance et coaching. Slide suivant. Sur la partie data protection, en fait, on l'a mentionné, typiquement les EDR, ils ne vont pas du tout voir les tentatives d'exfiltration. Donc nous, on veut pouvoir travailler sur tous les canaux, aussi bien de la messagerie, du web, du formulaire, des applications cloud, au repos ou en transit, mais ça peut aussi être dans des applications privées ou sur des clés USB et des imprimantes. L'idée, c'est que notre plateforme est capable de protéger tous ces canaux, et on va le voir dans la démo juste après. Ok, donc je vais reprendre le contrôle. Ouais. Si tu veux mettre juste le slide suivant avant qu'on bascule. Alors, il était peut-être en version cachée. Attends, hop. Bon, c'est pas grave, on va l'expliquer à l'oral, t'inquiète pas. Je reprends la main. Okay. C'est pas très grave. Non, c'était le 28 que je voulais montrer. Donc en fait, on a mis en place une intégration avec un orchestrateur, ou ça peut être différentes technologies. Ici, c'est Swimline qui est utilisé pour en fait extraire les menaces et les IOC entre Mimecast et Netscope, et on va s'échanger les IOC de telle sorte qu'on ait un plus grand spectre de capture des menaces le cas échéant. Okay. Donc en fait, quand Mimecast détonne une menace, on va échanger l'IOC, ça peut être un hash de fichier, ça peut être une adresse IP malicieuse, ça peut être une URL, et vice-versa, si Netscope détonne un élément qui est à risque, on va pouvoir le réimporter côté Mimecast. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des tentatives d'envoi de pièges jointes malicieuses via Outlook. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être bloqué par la messagerie par Mimecast. L'idée, c'est que si l'attaquant, donc c'est ce qu'a fait Sébastien tout à l'heure, si l'attaquant il envoie sa menace sur une adresse perso, sur un webmail,
Mimecast ne peut pas travailler sur le canal webmail. En revanche, ce qu'on va faire, c'est que on a déployé l'agent Netscope, et l'agent Netscope, lui, il est capable d'analyser l'intégralité des communications. Ici, en bas à droite, vous avez un petit logo Netscope, et ce petit logo Netscope, il va en fait créer une connexion sécurisée vers le point de contrôle le plus proche. Donc, en l'occurrence, ici, c'est Paris. Et à partir de là, quand je vais sur différents sites sur Internet, en fait, les flux sont analysés à la volée par Netscope, que ce soit dans le navigateur ou en dehors d'un navigateur, et on va pouvoir bloquer les menaces. Donc là, tout à l'heure, il y a Sébastien, il a envoyé ce malware dans les différentes boîtes mail. Donc on voit la boîte mail professionnelle et la boîte mail perso. Et là, si je clique sur ce malware, en fait, j'ai un message de blocage de Netscope qui me dit « Ce fichier contient un malware ». Et ça peut même être le zip qui est protégé par un mot de passe, vu qu'en fait, Mimecast va extraire le malware du zip. Ils vont nous repartager l'IOC. Et donc, on connaît que même si c'est un zip qui est chiffré, vu que Mimecast, lui, il a identifié, on va avoir la connaissance que ça contient une menace. En fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que sur tous les flux vers Internet, par exemple, si je vais sur 01net, là, la communication vers 01net, elle est analysée par Netscope. Si on regarde ici, on voit que la communication, elle a été chiffrée et établie avec Netscope. Donc, on peut regarder ce qui se passe à l'intérieur de 01net. Si vous essayez de télécharger des logiciels alors que votre entreprise vous a dit que vous ne pouvez pas télécharger n'importe quel type de logiciel, on peut mettre en place des restrictions. Vous voyez aussi qu'on est capable de bloquer les publicités. Ici, en haut, le bandeau, il est blanc parce qu'on a bloqué les publicités sans générer des pop-up dans tous les sens. D'ailleurs, il y a quelques temps, il y avait des attaquants qui avaient utilisé des campagnes Google Ads pour distribuer des ransomware. Donc, le fait de bloquer des publicités, ça permet à la fois d'assainir la navigation pour les collaborateurs et d'éviter, dans certains cas, des publicités qui sont un petit peu, on va dire, grises. Donc, dans ce contexte, en fait, on est capable de bloquer tout un tas de choses. Par exemple, si j'essaie d'aller sur un site de pornographie, ici, vous voyez, vous avez cette petite URL qui permet de tester votre protection sur Internet. On est capable de bloquer de la pornographie, on va être capable de bloquer des malwares, bloquer des ransomware, etc., etc. Je ne vais pas vous faire tous les tests, mais voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez vous rendre sur cette URL. Les tests sont stérilisés dans une certaine mesure pour ne pas vous infecter, bien évidemment. Et puis, ce qu'on évoquait tout à l'heure, en fait, c'est la problématique de la fuite de données. Si mon collaborateur il veut sortir de la donnée de l'entreprise, il peut être tenté d'aller sur des ressources style MegaUpload ou grosfichier.com, TurboBit, ZippyShare, dl.free.fr. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sensibiliser les gens sur le fait que MegaUpload, ce n'est pas un service qui est légitime pour faire du partage de données en entreprise. Et donc, on va bloquer cette communication et on va inviter le collaborateur à faire son partage dans OneDrive. Donc, dès qu'on clique, on est redirigé vers OneDrive pour nous dire si vous voulez partager de la donnée, c'est ici qu'il faut le faire de manière saine. De la même manière, si vous essayez d'utiliser des services, typiquement tout ce qui est file converter, en fait, il ne faut pas qu'on puisse exporter de la donnée n'importe où. Et il y a un grand nombre de services type file converter, en fait, qui, dans les conditions générales d'utilisation, vont vous dire on vous propose un service de file converter, mais les données que vous nous fournissez, nous, on va peut-être les réutiliser pour en tirer des bénéfices commerciaux, les revendre, etc. Donc, chez Netscope, on a une base de connaissances de à peu près 80 000 applications. Et dans la catégorie file converter, on a 148 applications. Et il y en a, grosso modo, pas beaucoup qui vaillent le coup d'être utilisées en entreprise, vu qu'on voit qu'il y a que dans la première page où on a des scores qui sont supérieurs à 50. Et déjà, même 65, ce n'est pas un très bon score. Et ensuite, plus on avance là dans les différentes pages, plus le score il va chuter de manière drastique. On est clairement dans le rouge. Il ne faut pas utiliser ce genre de service en entreprise. Et pareil, tout à l'heure, je parlais de Mega. En fait, si vous allez dans la catégorie des cloud storage, on a 556 applications de cloud storage. Et la force de Netscope, c'est qu'on a normé les activités au sein de ces applications. Donc, vous n'avez pas à créer 550 règles d'application control. Vous faites de l'activity level detection. Ça, c'est propre à nos brevets. Vous dites, on ne veut pas permettre de l'upload sur ces 550 applications si elles ne sont pas maîtrisées par l'IT. Et du coup, en fait, ça rend les choses hyper actionnables, hyper opérationnalisables. On a mentionné également que aujourd'hui, les attaquants ils cherchent à sortir un petit peu du canal de messagerie parfois. Et Sébastien l'a très bien évoqué. Et donc ici, ce qu'on a fait, c'est que
on s'est dit, OK, si j'ai un attaquant qui cherche à envoyer, par exemple, un QR code malicieux dans une messagerie LinkedIn, qu'est-ce qui se passe? Donc, Netscope n'a pas la capacité à détecter nativement un QR code. Par contre, Netscope a la capacité à apprendre les images qu'on lui fournit. Du coup, on a fourni à Netscope un panel de QR code. Merci Sébastien pour cet entraînement de l'IA Netscope. Et ici, en fait, on voit qu'on a un petit pop-up qui nous dit « Attention, là, on a détecté que Morad Chebourou, il a potentiellement tenté de vous envoyer un phishing, il a tenté de vous envoyer un QR code et on a bloqué ce QR code. » Ici, ce que vous pouvez voir, c'est que, contrairement à tout à l'heure, le message de blocage, c'est un coaching, c'est un soft coaching. Là, si on veut, on peut poursuivre et afficher quand même le contenu. Donc ici, vous avez une petite image blanche, mais si je dis « OK, j'ai compris, c'est potentiellement un phishing », je peux cliquer sur Proceed et on voit que le QR code, il apparaît. Mais on a sensibilisé le collaborateur au fait que un QR code, c'est potentiellement dangereux. Et un autre exemple très intéressant, quand il s'agit de menaces, on va dire, émergentes, ou ce qu'on pourrait appeler des zero day ou de la zone grise, si par exemple je suis un attaquant et j'envoie une URL malicieuse via WhatsApp, Sébastien l'a mentionné tout à l'heure, si je clique sur cette URL malicieuse, ici ça peut être typiquement, là c'est une facture déguisée en partage PDF sur un service de UX qui s'appelle figma.com. Figma, c'est un site qui est assez bien réputé. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent à des fins tout à fait légitimes. Et là, l'attaquant, pour info, ça c'est une vraie attaque qui est en ce moment exposée sur Internet. Et donc, on prétend qu'il y a une facture qui est hébergée sur Figma. Et en fait, il y a un lien qui va faire pointer ailleurs. Et si je clique sur ce lien, et c'est là où Sébastien évoquait le fait que si la menace, elle est nested, il y a un premier lien, puis un deuxième lien, puis un troisième lien. En règle générale, ça va être plus difficile de détecter du zero day, surtout si c'est sur une plateforme qui est une plateforme de bonne réputation. Et là, en fait, quand je clique sur ce lien, il va se passer un petit phénomène, c'est qu'on est redirigé vers une URL qui est ktbgyh.es. Et là, on va en fait passer sur un domaine qui est un peu plus suspect, on va dire, qui n'est pas hautement réputé. Et vous avez un encart bleu ici qui s'est construit autour de la page. Et cet encart bleu, il signifie que Netscope a déclenché un moteur qu'on appelle de Remote Browser Isolation pour empêcher l'interaction dans la page. Alors là, je suis super déçu parce que, en fait, entre il y a 3 heures et maintenant, il y a visiblement Cloudflare. Maxime, juste pour info, il reste un peu moins de 5 minutes avant la fin du webinaire. Bon, là, il s'est passé exactement ce que je voulais pas, c'est que j'ai ma machine qui est en train de rebooter, mais c'est pas grave, ça va repartir. Patching Tuesday. Ça va aller vite, normalement. On va y retourner. Et donc, l'idée du moteur de Web Isolation, en fait, c'est que on va venir démarrer l'application ou le service web au sein d'un container qui est hébergé en fait chez Netscope. Et ce container, il va avoir la capacité de stériliser les interactions dans la page. Donc ici, en fait, je vous disais, entre il y a 3 heures et maintenant, il y a Cloudflare qui visiblement a détecté cette nouvelle URL comme étant malicieuse. Et c'est pas grave, je vais vous montrer avec un autre service qui est hébergé par Netscope. Donc vous avez vu le petit logo Netscope là qui charge sur cette attaque 0day. Je vais vous montrer ce que ça donne sur un autre service. Comme ça, vous allez pouvoir voir le comportement de ce qu'on appelle la stérilisation du clavier. Donc là, si je clique sur ce Office 365 Login Page, là, si j'essaie de taper sur mon clavier, vous avez un petit pop-up qui vous dit « Vous êtes en train de naviguer en lecture seule, on a bloqué l'interaction souris-clavier. » Donc ça également, ça va être vraiment quelque chose d'assez intéressant pour éviter des phishing un peu plus sophistiqués, on va dire. Sur un autre plan, en fait, il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on peut faire avec Mimecast, c'est que si vous avez des collaborateurs qui tentent d'accéder à des IA génératives alors que dans leur human risk, ils ont un mauvais score, on est capable de dire « T'essayes d'accéder à Google Gemini ou à Grok ou à ChatGPT, etc. » On va pouvoir rediriger le collaborateur vers une campagne de training parce qu'on sait qu'il a un mauvais score. Donc en fait là, quand l'utilisateur il essaie d'aller sur Google Gemini, on lui dit «
t'as pas complété ton training et les IA, c'est un sujet sensible. Merci de d'abord compléter ton training. Ensuite, on va mettre à jour son score et il pourra, dans un second temps, accéder au service dont il a besoin. Mais une fois qu'il a accès à ce service, donc admettons par exemple, on autorise l'accès à ChatGPT, donc OK, on le sensibilise. Merci de ne pas, on va dire, envoyer de la donnée confidentielle. Donc évidemment, hein, les collaborateurs, ils ont toujours compris. Donc on va dire OK, très bien, je veux poursuivre, je veux accéder à ChatGPT. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que au sein de ChatGPT, on est capable de filtrer de la donnée sensible qui serait soumise dans le ChatGPT. Okay, donc j'ai accès à ChatGPT, je peux interagir avec ChatGPT, lui poser des questions, il dit comment ça va très bien, etc. Et si j'essaye de lui soumettre de la donnée, par exemple un extract d'une base de données client, on va être en mesure de filtrer ces données-là. Donc là, si je lui dis c'est quoi ça, je lui copie-colle de la donnée confidentielle. Et en fait, là, le flux, il va être analysé à la volée par Netscope et on va être capable d'empêcher la fuite de données. Ça marche sur ChatGPT, mais ça marche si, par exemple, je vais faire fuiter de la donnée sur un partage OneDrive tiers party. Donc là, les partages OneDrive tiers party, c'est très facile à mettre en place. Les attaquants, ils peuvent déposer de la donnée. Et pareil, on sera en mesure de scanner ce qui est déposé. Ça marche aussi sur votre webmail perso, par exemple. Donc, si je vais sur mon webmail, j'essaie de créer un nouvel email et que dans ce nouvel email, je vais joindre une pièce jointe avec de la donnée confidentielle. Donc là, j'ai un fichier Excel qui est un dump d'une base de données, par exemple. Quand j'essaye d'uploader cette pièce jointe, vous voyez qu'il y a un pop-up Netscope qui dit bah, non, vous n'avez pas le droit d'exfiltrer cette donnée. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, Netscope peut faire de la protection multicanal. Vous aurez ce niveau de protection avec toute la suite qui va vers Internet, potentiellement vos applications privées, des clés USB. Mais vous pouvez fédérer cette protection de telle sorte que si vous faites de la fuite de données dans la messagerie pro, en fait, Mimecast va attendre le verdict de Netscope, ou Netscope va plutôt fournir le verdict à Mimecast, de telle sorte que c'est Mimecast qui fait le blocage. Donc, vous ne modifiez pas votre chaîne de traitement email, c'est Mimecast le spécialiste du mail, mais on va juste unifier le verdict DLP pour que Mimecast puisse avoir une politique homogène vis-à-vis du reste de votre plateforme et de vos outils. Voilà, j'en ai terminé sur la démo. Je te repasse la main, Maxime. J'espère que ça vous aura intéressé. On a un petit peu glissé sur le timing. Ça va ? Je vais juste en profiter pour avoir peut-être une minute pour présenter aussi la partie Swimlane, donc qui est le SOAR entre les solutions qui permet du coup de récupérer les différents signaux. Donc là, par exemple, on a notre bac d'incidents qui a été remonté à Swimlane. Par exemple, si on prend on voit très bien qu'on a de la détection de QR code malicieux ou de spam, etc. Donc, par exemple, si on clique sur un incident, on s'assigne l'incident pour pouvoir prendre en compte le traitement. Et on peut aller voir en détail. Du coup. Donc là, on voit qu'on a une alerte qui remonte de Mimecast d'un type QR code avec tout le détail de l'email from, l'email to, etc. Et dans la partie Threat Intelligence, on retrouve tout ce qui a été remonté comme étant suspicieux. Donc l'IP, l'URL qui est contenu dans le QR code qu'on retrouve ici. Donc là, au niveau de la démonstration, on le fait manuellement, mais c'est quelque chose qui est automatisé pour aller être ensuite envoyé en tant que remédiation à Netscope pour pouvoir partager les URL, les hash, etc. Donc voilà, terminé un peu avec la présentation ce matin. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que Il y a des questions ? vous avez des questions aussi? Vous pouvez ouvrir vos micros pour poser les questions si vous avez des questions en live. C'était particulièrement clair, manifestement. Pas de questions, c'était limpide. Où tout le monde a faim, il est 12h en même temps.
Écoute, je pense on peut clore la session dans ce cas-là. D'accord. Merci à tous. Merci Maxime, merci Sébastien. Merci, messieurs. Bonne journée. Bonne journée à tous, à bientôt. Plaisir, à Au bientôt. revoir.